Chapitre 16. Aucune objection n'ayant été faite à la partie projetée, la voiture emporta le lendemain soir à Meryton M. Collins et ses 5 cousines. En entrant au salon, ces demoiselles eurent le plaisir d'apprendre que M. Wickham avait accepté l'invitation de leur oncle et qu'il était déjà arrivé. Cette nouvelle donnée, tout le monde s'assit, et M. Collins put regarder et louer à son aise ce qui l'entourait. Frappé par les dimensions et le mobilier de la pièce, il déclara qu'il aurait presque pu se croire dans la petite salle où l'on prenait le déjeuner du matin à Rosings. Cette comparaison ne produisit pas d'abord tout l'effet qu'il en attendait. Mais quand il expliqua ce que c'était que Rosings, quelle en était la propriétaire et comment la cheminée d'un des salons avait coûté 800 livres à elle seule, Madame Phillips comprit l'honneur qui lui était fait et aurait pu entendre comparer son salon à la chambre de la femme de charge, sans en être trop froissée. M. Collins s'étendit sur l'importance de Lady Catherine et de son château, en ajoutant quelques digressions sur son modeste presbytère et les améliorations qu'il tâchait d'y apporter, et il ne tarit pas, jusqu'à l'arrivée des messieurs. Madame Phillips l'écoutait avec une considération croissante. Quant aux jeunes filles, qui ne s'intéressaient pas aux récits de leurs cousins, elles trouvèrent l'attente un peu longue, et ce fut avec plaisir qu'elles virent enfin les messieurs faire leur entrée dans le salon. En voyant paraître M. Wickham, Élisabeth pensa que l'admiration qu'il lui avait inspirée à leur première rencontre n'avait rien d'exagéré. Les officiers du régiment de Meryton étaient, pour la plupart, des gens de bonne famille, et les plus distingués d'entre eux étaient présents ce soir-là. Mais M. Wickham ne leur était pas moins supérieur, par l'élégance de sa personne et de ses manières, qu'ils ne l'étaient eux-mêmes aux gros-oncles Phillips, qui entraient à leur suite, en répandant une forte odeur de Porto. Vers M. Wickham, heureux mortel, convergeaient presque tous les regards féminins. Élisabeth fut l'heureuse élue auprès de laquelle il vint s'asseoir, et la manière aisée avec laquelle il entama la conversation, bien qu'il ne fût question que de l'humidité de la soirée et de la prévision d'une saison pluvieuse, lui fit sentir aussitôt que le sujet le plus banal et le plus dénué d'intérêt peut être rendu attrayant par la finesse et le charme de l'interlocuteur. Avec des concurrents aussi sérieux que M. Wickham et les officiers, M. Collins parut sombrer dans l'insignifiance. Aux yeux des jeunes filles, il ne comptait certainement plus, mais par intervalles, il trouvait encore un auditeur bénévole dans la personne de Madame Phillips, et grâce à ses bons soins, fut abondamment pourvu de café et de muffins. Il put à son tour faire plaisir à son hôtesse en prenant place à la table de whist. « Je suis encore un joueur médiocre, dit-il, mais je serais heureux de me perfectionner. Un homme dans ma situation… » Mais Madame Phillips, tout en lui sachant gré de sa complaisance, ne prit pas le temps d'écouter ses raisons. M. Wickham, qui ne jouait point au whist, fut accueilli avec joie à l'autre table, où il prit place entre Élisabeth et Lydia. Tout d'abord, on put craindre que Lydia ne l'accaparât par son bavardage, mais elle aimait beaucoup les cartes, et son attention fut bientôt absorbée par les paris et les enjeux. Tout en suivant la partie, M. Wickham eut donc tout le loisir de causer avec Élisabeth. Celle-ci était toute disposée à l'écouter, bien qu'elle ne pût espérer apprendre ce qui l'intéressait le plus, à savoir quelles étaient ses relations avec M. Darcy. Elle n'osait même pas nommer ce dernier. Sa curiosité se trouva cependant très inopinément satisfaite, car M. Wickham aborda lui-même le sujet. Il s'informa de la distance qui séparait Netherfield de Meryton, et sur la réponse d'Élisabeth, demanda avec une légère hésitation depuis quand il séjournait M. Darcy. « Depuis un mois environ. » Et, pour ne pas quitter ce sujet, elle ajouta : « J'ai entendu dire qu'il y avait de grandes propriétés dans le Derbyshire. » « En effet, » répondit Wickham, « son domaine est splendide et d'un rapport net de 10 000 livres. Personne ne peut vous renseigner mieux que moi sur ce chapitre, car depuis mon enfance, je connais de fort près la famille de M. Darcy. » Élisabeth ne put retenir un mouvement de surprise. « Je comprends votre étonnement, Miss Bennet. Si, comme il est probable,
Vous avez remarqué la froideur de notre rencontre d'hier. Connaissez-vous beaucoup M. Darcy ? Très suffisamment pour mon goût, dit Elisabeth avec vivacité. J'ai passé 4 jours avec lui dans une maison amie et je le trouve franchement antipathique. Je n'ai pas le droit de vous donner mon opinion sur ce point, dit Wickham. Je connais M. Darcy trop bien et depuis trop longtemps pour le juger avec impartialité. Cependant, je crois que votre sentiment serait en général accueilli avec surprise. Du reste, hors d'ici où vous êtes dans votre famille, vous ne l'exprimerez peut-être pas aussi énergiquement. Je vous assure que je ne parlerai pas autrement dans n'importe quelle maison du voisinage, sauf à Netherfield. Personne ici ne vous dira du bien de M. Darcy. Son orgueil a rebuté tout le monde. Je ne prétends pas être affligé de voir qu'il n'est pas estimé au-delà de ses mérites, dit Wickham après un court silence. Mais je crois que pareille chose ne lui arrive pas souvent. Les gens sont généralement aveuglés par sa fortune, par son rang, ou bien intimidés par la hauteur de ses manières, et le voient tel qu'il désire être vu. D'après le peu que je connais de lui, il me semble avoir assez mauvais caractère. Wickham hocha la tête sans répondre. Je me demande, reprit-il au bout d'un instant, s'il va rester encore longtemps ici. Il m'est impossible de vous renseigner là-dessus, mais il n'était pas question de son départ lorsque j'étais à Netherfield. J'espère que vos projets en faveur de votre garnison ne se trouveront pas modifiés du fait de sa présence dans la région. Pour cela, non. Ce n'est point à moi à fuir devant M. Darcy. S'il ne veut pas me voir, il n'a qu'à s'en aller. Nous ne sommes pas en bons termes, c'est vrai, et chaque rencontre avec lui m'est pénible. Mais je puis le dire très haut, je n'ai pas d'autre raison de l'éviter que le souvenir de mauvais procédés à mon égard et le profond regret de voir ce qu'il est devenu. Son père, Miss Bennet, le défunt M. Darcy, était le meilleur homme de l'univers et l'ami le plus sincère que j'ai jamais eu. Je ne puis me trouver en présence de son fils, sans être ému jusqu'à l'âme, par 1000 souvenirs attendrissants. M. Darcy s'est conduit envers moi d'une manière scandaleuse. Cependant, je crois que je pourrais tout lui pardonner. Tout, sauf d'avoir trompé les espérances et manqué à la mémoire de son père. Élisabeth, de plus en plus intéressée, ne perdait pas une seule de ses paroles, mais le sujet était trop délicat pour lui permettre de poser la moindre question. M. Wickham revint à des propos d'un intérêt plus général, Meryton, les environs, la société. De celle-ci surtout, il paraissait enchanté et le disait dans les termes les plus galants. C'est la perspective de ce milieu agréable qui m'a poussé à choisir ce régiment. Je le connaissais déjà de réputation, et mon ami Denny a achevé de me décider, en me vantant les charmes de sa nouvelle garnison et des agréables relations qu'on pouvait y faire. J'avoue que la société m'est nécessaire. J'ai eu de grands chagrins. Je ne puis supporter la solitude. Il me faut de l'occupation et de la compagnie. L'armée n'était pas ma vocation, les circonstances seules m'y ont poussé. Je devais entrer dans les ordres. C'est dans ce but que j'avais été élevé. Et je serais actuellement en possession d'une très belle cure si tel avait été le bon plaisir de celui dont nous parlions tout à l'heure. Vraiment ? Oui. Le défunt M. Darcy m'avait désigné pour la prochaine vacance du meilleur bénéfice de son domaine. J'étais son filleul, et il me témoignait une grande affection. Jamais je ne pourrais trop louer sa bonté. Il pensait avoir, de cette façon, assuré mon avenir. Mais, quand la vacance se produisit, ce fut un autre qui obtint le bénéfice. « Grand Dieu, est-ce possible ?» s'écria Élisabeth. « Comment a-t-on pu faire aussi peu de cas de ses dernières volontés ? Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à la justice ?» Il y avait, par malheur, dans le testament, un vice de forme qui rendait stérile tout recours. Un homme loyal n'aurait jamais mis en doute l'intention du donateur. Il a plu à M. Darcy de le faire et de considérer cette recommandation comme une apostille conditionnelle, en affirmant que j'y avais perdu tout droit par mes imprudences, mes extravagances, tout ce que vous voudrez. Ce qu'il y a de certain, c'est que le bénéfice est devenu vacant il y a 2 ans exactement,
lorsque j'étais en âge d'y aspirer, et qu'il a été donné à un autre, et qu'il n'est pas moins sûr que je n'avais rien fait pour mériter d'en être dépossédée. Je suis d'une humeur assez vive, et j'ai pu dire avec trop de liberté à M. Darcy ce que je pensais de lui. Mais la vérité, c'est que nos caractères sont radicalement opposés, et qu'il me déteste. C'est honteux. Il mériterait qu'on lui dise son fait publiquement. Ceci lui arrivera sans doute, un jour ou l'autre, mais ce n'est point moi qui le ferai. Il faudrait d'abord que je puisse oublier tout ce que je dois à son père. De tels sentiments redoublèrent l'estime d'Élisabeth, et celui qui les exprimait ne lui en sembla que plus séduisant. Mais, reprit-elle après un silence, quels motifs ont donc pu le pousser et le déterminer à si mal agir? Une antipathie profonde et tenace à mon égard. Une antipathie que je suis forcée, en quelque mesure, d'attribuer à la jalousie. Si le père avait eu moins d'affection pour moi, le fils m'aurait sans doute mieux supporté. Mais l'amitié vraiment peu commune que son père me témoignait l'a, je crois, toujours irrité. Il n'était point homme à accepter l'espèce de rivalité qui nous divisait et la préférence qui m'était souvent manifestée. Je n'aurais jamais cru M. Darcy aussi vindicatif. Tout en n'éprouvant aucune sympathie pour lui, je ne le jugeais pas aussi mal. Je le supposais bien rempli de dédain pour ses semblables, mais je ne le croyais pas capable de s'abaisser à une telle vengeance, de montrer tant d'injustice et d'inhumanité. Elle reprit, après quelques minutes de réflexion. Je me souviens cependant qu'un jour, à Netherfield, il s'est vanté d'être implacable dans ses ressentiments et de ne jamais pardonner. Quel triste caractère! Je n'ose m'aventurer sur ce sujet, répliqua Wickham. Il me serait trop difficile d'être juste à son égard. De nouveau, Élisabeth resta un moment silencieuse et pensive. Puis elle s'exclama. Traiter ainsi le filleul, l'ami, le favori de son père. Elle aurait pu ajouter un jeune homme aussi sympathique. Elle se contenta de dire et de plus un ami d'enfance. Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez été élevés ensemble? Nous sommes nés dans la même paroisse, dans l'enceinte du même parc. Nous avons passé ensemble la plus grande partie de notre jeunesse, partageant les mêmes jeux, entourés des mêmes soins paternels. Mon père, à ses débuts, avait exercé la profession où votre oncle Philippe se semble si bien réussir. Mais il l'abandonna pour rendre service au défunt M. Darcy et consacrer tout son temps à diriger le domaine de Pemberley. M. Darcy avait pour lui une haute estime et le traitait en confident et en ami. Il a souvent reconnu tous les avantages que lui a valu l'active gestion de mon père. Peu de temps avant sa mort, il lui fit la promesse de se charger de mon avenir, et je suis convaincue que ce fut autant pour acquitter une dette de reconnaissance envers mon père que par affection pour moi. « Que tout cela est extraordinaire !» s'écria Élisabeth. « Je m'étonne que la fierté de M. Darcy ne l'ait pas poussé à se montrer plus juste envers vous, que l'orgueil, à défaut d'un autre motif, ne l'ait pas empêché de se conduire malhonnêtement. Car c'est une véritable malhonnêteté dont il s'agit là. » « Oui, c'est étrange, » répondit Wickham, car l'orgueil, en effet, inspire la plupart de ses actions, et c'est ce sentiment, plus que tous les autres, qui le rapproche de la vertu. Mais nous ne sommes jamais conséquents avec nous-mêmes, et dans sa conduite à mon égard, il a cédé à des impulsions plus fortes encore que son orgueil. Pensez-vous qu'un orgueil aussi détestable puisse jamais le porter à bien agir? Certainement. C'est par orgueil qu'il est libéral, généreux, hospitalier, qu'il assiste ses fermiers et secourt les pauvres. L'orgueil familial et filial, car il a le culte de son père, est la cause de cette conduite. La volonté de ne pas laisser se perdre les vertus traditionnelles et l'influence de sa maison à Pemberley est le mobile de tous ses actes. L'orgueil fraternel renforcé d'un peu d'affection fait de lui un tuteur plein de bonté et de sollicitude pour sa sœur. Et vous l'entendrez généralement vanter comme le frère le meilleur et le plus doué. Quelle sorte de personne est Miss Darcy?
Wickham hocha la tête. « Je voudrais vous dire qu'elle est aimable. Il m'est pénible de critiquer une Darcy, mais vraiment, elle ressemble trop à son frère. C'est la même excessive fierté. Enfant, elle était gentille et affectueuse et me témoignait beaucoup d'amitié. J'ai passé des heures nombreuses à l'amuser, mais aujourd'hui, je ne suis plus rien pour elle. C'est une belle fille de 15 ou 16 ans, très instruite, m'a-t-on dit. Depuis la mort de son père, elle vit à Londres, avec une institutrice qui dirige son éducation. Élisabeth, à diverses reprises, essaya d'aborder d'autres sujets, mais elle ne put s'empêcher de revenir au premier. « Je suis étonnée, dit-elle, de l'intimité de M. Darcy avec M. Bingley. Comment M. Bingley, qui semble la bonne humeur et l'amabilité personnifiée, a-t-il pu faire son ami d'un tel homme? Comment peuvent-ils s'entendre? Connaissez-vous M. Bingley? Nullement. C'est un homme charmant. Il ne connaît sûrement pas M. Darcy sous son vrai jour. C'est probable. Mais M. Darcy peut plaire quand il le désire. Il ne manque pas de charme ni de talent. C'est un fort agréable causeur quand il veut s'en donner la peine. Avec ses égaux, il peut se montrer extrêmement différent de ce qu'il est avec ses inférieurs. Sa fierté ne l'abandonne jamais complètement. Mais dans la haute société, il sait se montrer large d'idées, juste, sincère, raisonnable, estimable et peut-être même séduisant, en faisant la juste part due à sa fortune et à son extérieur. La partie de whist avait pris fin. Les joueurs se groupèrent autour de l'autre table et M. Collins s'assit entre Élisabeth et Mme Phillips. Cette dernière lui demanda si la chance l'avait favorisé. Non, il avait continuellement perdu. Et comme elle lui témoignait son regret, il l'assura avec gravité que la chose était sans importance. Il n'attachait à l'argent aucune valeur et il la priait de ne pas s'en affecter. « Je sais très bien, madame, que lorsqu'on s'assied à une table de jeu, l'on doit s'en remettre au hasard, et mes moyens, c'est heureux, me permettre de perdre 5 shillings. Beaucoup, sans doute, ne peuvent en dire autant. Mais grâce à Lady Catherine de Bourgh, je puis regarder avec indifférence de pareils détails. » Ces mots attirèrent l'attention de M. Wickham, et après avoir considéré M. Collins un instant, il demanda tout bas à Élisabeth si son cousin était très intime avec la famille de Bourgh. « Lady Catherine lui a fait donner récemment la cure de Hunsford, répondit-elle. Je ne sais pas du tout comment M. Collins a été présenté à cette dame, mais je suis certaine qu'il ne la connaît pas depuis longtemps. Vous savez sans doute que Lady Catherine de Bourgh et Lady Anne Darcy étaient sœurs, et que par conséquent Lady Catherine est la tante de M. Darcy. Non, vraiment? J'ignore tout de la parenté de Lady Catherine. J'ai entendu parler d'elle avant-hier, pour la première fois. Sa fille, Miss de Bourgh, est l'héritière d'une énorme fortune, et l'on croit généralement qu'elle et son cousin réuniront les 2 domaines. Cette information fit sourire Élisabeth, qui pensa à la pauvre Miss Bingley. À quoi serviraient tous ces soins, l'amitié qu'elle affichait pour la sœur, l'admiration qu'elle montrait pour le frère, si celui-ci était déjà promis à une autre? « Monsieur Collins, remarqua-t-elle, dit beaucoup de bien de Lady Catherine et de sa fille. Mais d'après certains détails qu'il nous a donnés sur sa grâce, je le soupçonne de se laisser aveugler par la reconnaissance. Et sa protectrice me fait l'effet d'être une personne hautaine et arrogante. »« Je crois, répondit Wickham, qu'elle mérite largement ces 2 qualificatifs. Je ne l'ai pas revue depuis des années, mais je me rappelle que ses manières avaient quelque chose de tyrannique et d'insolent qui ne m'a jamais plu. On vante la fermeté de son jugement, mais je crois qu'elle doit cette réputation pour une part à son rang et à sa fortune, pour une autre à ses manières autoritaires, et pour le reste à la fierté de son neveu, qui a décidé que tous les membres de sa famille étaient des êtres supérieurs. Élisabeth convint que c'était assez vraisemblable, et la conversation continua de la sorte jusqu'à l'annonce du souper, qui, en interrompant la partie de cartes, rendit aux autres dames leur part des attentions de M. Wickham. Toute conversation était devenue impossible dans le brouhaha du souper de Mme Phillips.
Mais M. Wickham se rendit agréable à tout le monde. Tout ce qu'il disait était si bien exprimé, et tout ce qu'il faisait était fait avec grâce. Élisabeth partit l'esprit rempli de M. Wickham. Pendant le trajet du retour, elle ne pensa qu'à lui, et à tout ce qu'il lui avait raconté. Mais elle ne put même pas mentionner son nom, car ni Lydia, ni M. Collins ne cessèrent de parler une seconde. Lydia bavardait sur la partie de cartes, sur les fiches qu'elle avait gagnées et celles qu'elle avait perdues, et M. Collins avait tant à dire de l'hospitalité de M. et de Mme Phillips, de son indifférence pour ses pertes au jeu, du menu du souper, de la crainte qu'il avait d'être de trop dans la voiture, qu'il n'avait pas terminé lorsqu'on arriva à Longbourn. Chapitre 17. Le lendemain, Élisabeth redit à Jane la conversation qu'elle avait eue avec M. Wickham. Jane l'écouta, stupéfaite et consternée. Elle ne pouvait se décider à croire que M. Darcy fût indigne à ce point de l'estime de M. Bingley. D'autre part, il n'était pas dans sa nature de soupçonner la véracité d'un jeune homme d'apparence aussi sympathique que Wickham. La seule pensée qu'il eût pu subir une aussi grande injustice suffisait à émouvoir son âme sensible. Ce qu'il y avait de mieux à faire était de n'accuser personne et de mettre sur le compte du hasard ou d'une erreur ce qu'on ne pouvait expliquer autrement. Tous deux ont sans doute été trompés. Des gens intéressés ont pu faire à chacun de faux rapports sur le compte de l'autre. Bref, il est impossible d'imaginer ce qui, sans tort réel d'aucun côté, a pu faire naître une pareille inimitié. Certes, oui. Et maintenant, ma chère Jane, qu'avez-vous à dire pour excuser les gens intéressés qui sont sans doute les vrais coupables? Justifiez-les aussi, que nous n'en soyons pas réduites à les mal juger. Riez, tant qu'il vous plaira. Cela ne changera point mon opinion. Ne voyez-vous point, ma chère Lizzie, sous quel jour détestable ceci place M. Darcy? Traiter ainsi le protégé dont son père avait promis d'assurer l'avenir. Quel homme, ayant le souci de sa réputation, serait capable d'agir ainsi? Et ses amis, pourraient-ils s'abuser à ce point sur son compte? Oh non! Il m'est plus facile de croire que M. Bingley s'est trompé à son sujet que d'imaginer que M. Wickham a inventé tout ce qu'il m'a conté hier soir, en donnant les noms, les faits, tous les détails. Si c'est faux, que M. Darcy le dise. À ce moment, on appela les jeunes filles qui durent quitter le bosquet où elles s'entretenaient pour retourner à la maison. M. Bingley et ses sœurs venaient apporter eux-mêmes leur invitation pour le bal si impatiemment attendu, et qui se trouvait fixé au mardi suivant. Madame Hurst et Miss Bingley se montrèrent enchantées de retrouver leur chère Jane, déclarant qu'il y avait des siècles qu'elles ne s'étaient vues. Au reste de la famille, elles accordèrent peu d'attention. Elles évitèrent autant que possible de causer avec Madame Bennet, dire quelques mots à Élisabeth et rien du tout aux autres. Au bout de très peu de temps, elles se levèrent avec un empressement qui déconcerta quelque peu leurs frères et firent rapidement leurs adieux comme pour échapper aux démonstrations de Madame Bennet. La perspective du bal de Netherfield causait un vif intérêt à Longbourn. Madame Bennet se flattait qu'il était donné à l'intention de sa fille aînée et considérait comme une faveur particulière que M. Bingley fût venu faire son invitation en personne, au lieu d'envoyer la carte d'usage. Jane se promettait une agréable soirée où elle goûterait la compagnie de ses deux amis et les attentions de leur frère. Élisabeth jouissait d'avance du plaisir de danser beaucoup avec M. Wickham et d'observer la confirmation de ce qu'il lui avait confié, dans l'expression et l'attitude de M. Darcy. La joie que se promettaient Catherine et Lydia dépendait moins de telle personne ou de telle circonstance en particulier. Bien que, comme Élisabeth, chacune d'elles fût décidée à danser la moitié de la soirée avec M. Wickham. Il n'était pas l'unique danseur qui pût les satisfaire, et un bal, après tout, est toujours un bal. Et Marie, elle-même, pouvait, sans mentir, assurer que la perspective de cette soirée n'était pas pour lui déplaire. Élisabeth était pleine d'entrain et de gaieté, et bien qu'elle ne recherchât point d'ordinaire la conversation de M. Collins, elle lui demanda s'il comptait accepter l'invitation de M. Bingley, et le cas échéant, s'il jugerait convenable de se mêler au divertissement de la soirée. À son grand étonnement,
Il lui répondit qu'il n'éprouvait à ce sujet aucun scrupule et qu'il était sûr de n'encourir aucun blâme de la part de son évêque ou de Lady Catherine s'il s'aventurait à danser. « Je ne crois nullement, l'assura-t-il, qu'un bal donné par un jeune homme de qualité à des gens respectables puisse rien présenter de répréhensible. Et je réprouve si peu la danse que j'espère que toutes mes charmantes cousines me feront l'honneur de m'accepter pour cavalier dans le cours de la soirée. Je saisis donc cette occasion, Miss Elizabeth, pour vous inviter pour les 2 premières danses. J'espère que ma cousine Jane attribuera cette préférence à sa véritable cause et non pas à un manque d'égard pour elle. » Elizabeth se trouvait prise. Elle avait rêvé se faire inviter pour ces mêmes danses par Wickham. Il n'y avait plus qu'à accepter l'invitation de son cousin d'aussi bonne grâce que possible, mais cette galanterie lui causait d'autant moins de plaisir qu'elle ouvrait la porte à une supposition nouvelle. Pour la première fois, l'idée vint à Elizabeth que, parmi ses sœurs, c'était elle que M. Collins avait élue pour aller régner au presbytère de Hunsford et faire la 4e à la table de whist de Rosings, en l'absence de plus nobles visiteurs. Cette supposition se changea en certitude devant les attentions multipliées de son cousin et ses compliments sur sa vivacité et son esprit. À sa fille, plus étonnée que ravie de sa conquête, Madame Bennet donna bientôt à entendre que la perspective de ce mariage lui était extrêmement agréable. Élisabeth jugea préférable d'avoir l'air de ne point comprendre afin d'éviter une discussion. Après tout, il se pouvait fort bien que M. Collins ne fît jamais la demande de sa main, et jusqu'à ce qu'il la fît, il était bien inutile de se quereller à son sujet. Chapitre 18. Quand elle fit son entrée dans le salon de Netherfield, Elizabeth remarqua que Wickham ne figurait point dans le groupe d'habits rouges qui y était rassemblé. Jusque-là, l'idée de cette absence n'avait même pas effleuré son esprit. Au contraire, mettant à sa toilette un soin tout particulier, elle s'était préparée joyeusement à achever sa conquête, persuadée que c'était l'affaire d'une soirée. Alors, brusquement, surgit l'affreux soupçon que les Bingley, par complaisance pour M. Darcy, avaient omis sciemment Wickham dans l'invitation adressée aux officiers. Bien que la supposition fût inexacte, son absence fut bientôt confirmée par son ami, M. Denny, à Lydia, qui le pressait de questions. Il répondit que Wickham avait dû partir pour Londres la veille et qu'il n'était point encore de retour, ajoutant d'un air significatif « Je ne crois pas que ses affaires l'eussent décidé à s'absenter précisément aujourd'hui, s'il n'avait eu surtout le désir d'éviter une rencontre avec un gentleman de cette société. » Cette allusion, perdue pour Lydia, fut saisie par Elizabeth et lui montra que Darcy n'était pas moins responsable de l'absence de Wickham que si sa première supposition avait été juste. L'antipathie qu'il lui inspirait s'en trouva tellement accrue qu'elle eut grand-peine à lui répondre dans des termes suffisamment polis, lorsque, peu après, il vint lui-même lui présenter ses hommages. Ne voulant avoir aucune conversation avec lui, elle se détourna avec un mouvement de mauvaise humeur qu'elle ne put tout de suite surmonter, même en causant avec M. Bingley, dont l'aveugle partialité à l'égard de son ami la révoltait. Mais il n'était pas dans la nature d'Élisabeth de s'abandonner longtemps à une telle impression. Et quand elle se fut soulagée en exposant son désappointement à Charlotte Lucas, elle fut bientôt capable de faire dévier la conversation sur les originalités de son cousin et de les signaler à l'intention de son ami. Les 2 premières danses, cependant, furent pour elle un intolérable supplice. M. Collins, solennel et maladroit, se répandant en excuses au lieu de faire attention, dansant à contretemps sans même s'en apercevoir, donnait à sa cousine tout l'ennui, toute la mortification qu'un mauvais cavalier peut infliger à sa danseuse. Élisabeth, en retrouvant sa liberté, éprouva un soulagement indicible. Invitée ensuite par un officier, elle eut la satisfaction de parler avec lui de Wickham et d'entendre dire qu'il était universellement apprécié. Elle venait de reprendre sa conversation avec Charlotte Lucas, lorsque M. Darcy s'approcha et, s'inclinant devant elle, sollicita l'honneur d'être son cavalier. Elle se trouva tellement prise au dépourvu qu'elle accepta sans trop savoir ce qu'elle faisait. Il s'éloigna alors,
la laissant toute dépitée d'avoir montré si peu de présence d'esprit, Charlotte Lucas essaya de la réconforter. « Après tout, vous allez peut-être le trouver très aimable. »« Oh, le ciel m'en préserve. Quoi ? Trouver aimable un homme qu'on est résolu à détester ?» Mais quand la musique recommença et que Darcy s'avança pour lui rappeler sa promesse, Charlotte Lucas ne put s'empêcher de lui souffler à l'oreille que son caprice pour Wickham ne devait pas lui faire commettre la sottise de se rendre déplaisante aux yeux d'un homme dont la situation valait 10 fois celle de l'officier. Élisabeth prit rang parmi les danseurs, confondue de l'honneur d'avoir M. Darcy pour cavalier, et lisant dans les regards de ses voisines un étonnement égal au sien. Pendant un certain temps, ils gardèrent le silence. Élisabeth était bien décidée à ne pas le rompre la première, lorsque l'idée lui vint qu'elle infligerait une pénitence à M. Darcy, en l'obligeant à parler. Elle fit donc une réflexion sur la danse. Il lui répondit, puis retomba dans son mutisme. Au bout de quelques instants, elle reprit. « Maintenant, monsieur Darcy, c'est à votre tour. J'ai déjà parlé de la danse. À vous de faire la remarque qu'il vous plaira sur les dimensions du salon ou le nombre des danseurs. » Il sourit et l'assura qu'il était prêt à dire tout ce qu'elle désirait. « Très bien. Quant à présent, cette réponse peut suffire. Un peu plus tard, j'observerai que les soirées privées présentent plus d'agréments que les bals officiels, mais pour l'instant, nous pouvons en rester là. Est-ce donc par devoir que vous causez en dansant ? Quelquefois. Il faut bien parler un peu. Il serait étrange de rester ensemble une demi-heure sans ouvrir la bouche. Cependant, pour la commodité de certains danseurs, il vaut mieux que la conversation soit réglée de telle façon qu'il n'ait à parler que le moins possible. Dans le cas présent, suivez-vous vos préférences ou cherchez-vous à vous conformer aux miennes ? Aux uns et aux autres, tout ensemble, car j'ai remarqué dans notre tour d'esprit une grande ressemblance. Nous sommes tous deux de caractère taciturne et peu sociable, et nous n'aimons guère à penser, à moins que ce ne soit pour dire une chose digne d'étonner ceux qui nous écoutent et de passer à la postérité, avec tout l'éclat d'un proverbe. Ce portrait ne vous ressemble pas d'une façon frappante, selon moi, dit-il. À quel point il me ressemble, c'est ce que je ne puis décider. Vous le trouvez fidèle, sans doute. Ce n'est pas à moi de juger de mon œuvre. M. Darcy ne reprit la conversation qu'au début de la deuxième danse, pour demander à Élisabeth si elle allait souvent à Meryton avec ses sœurs. Elle répondit affirmativement, et ne pouvant résister à la tentation, ajouta. Lorsque vous nous avez rencontrés l'autre jour, nous venions justement de faire une nouvelle connaissance. L'effet fut immédiat. Un air de hauteur plus accentué se répandit sur le visage de Darcy. Mais il resta un instant sans répondre. Il dit enfin, d'un air contraint, « Monsieur Wickham est doué de manières agréables, qui lui permettent de se faire facilement des amis. Qu'il soit également capable de les conserver est une chose moins sûre. » « Je sais qu'il a eu le malheur de perdre votre amitié, » répliqua Élisabeth, « et cela d'une façon telle qu'il en souffrira probablement toute son existence. » Darcy ne répondit pas et parut désireux de changer la conversation. À ce moment apparut près d'eux Sir William Lucas, qui essayait de traverser le salon en se faufilant entre les groupes. À la vue de M. Darcy, il s'arrêta pour lui faire son salut le plus courtois et lui adresser quelques compliments sur lui et sa danseuse. « Vous me voyez ravi, cher monsieur. On a rarement l'avantage de voir danser avec un art aussi consommé. Vous me permettrez d'ajouter que votre aimable danseuse vous fait honneur. J'espère que ce plaisir se renouvellera souvent pour moi. Surtout, ma chère Elisa, si un événement des plus souhaitables vient à se produire, ajouta-t-il, en lançant un coup d'œil dans la direction de Jane et de Bingley. Quel sujet de joie et de félicitations pour tout le monde. J'en appelle à M. Darcy, mais que je ne vous retienne pas, monsieur. Vous m'en voudriez de vous importuner davantage, et les beaux yeux de votre jeune danseuse condamnent mon indiscrétion. La fin de ce discours fut à peine entendue de Darcy. L'allusion de Sir William semblait l'avoir frappé, et il dirigeait vers Bingley et Jane un regard préoccupé.
Il se ressaisit vite, cependant, et se tournant vers sa danseuse. « L'interruption de Sir William, dit-il, m'a fait oublier de quoi nous nous entretenions. Mais nous ne parlions de rien, je crois. Nous avions essayé sans succès 2 ou 3 sujets de conversation, et je me demande quel pourra être le suivant. Si nous parlions lecture, dit-il en souriant. Lecture ? Oh non, je suis sûre que nous n'avons pas les mêmes goûts. Je le regrette. Mais quand cela serait, nous pourrions discuter nos idées respectives. Non, il m'est impossible de causer littérature dans un bal. Mon esprit est trop occupé d'autre chose. Est-ce ce qui vous entoure qui vous absorbe à ce point ? Demanda-t-il d'un air de doute. Oui, répondit-elle machinalement, car sa pensée était ailleurs, comme elle le montra bientôt par cette soudaine exclamation. Monsieur Darcy, je me rappelle vous avoir entendu dire que vous ne pardonniez jamais une offense. Je suppose que ce n'est pas à la légère que vous concevez un ressentiment aussi implacable. Non, certes, affirma-t-il avec force. Et vous ne vous laissez jamais aveugler par des préventions ? J'espère que non. Ceux qui ne changent jamais d'opinion doivent naturellement veiller à juger du premier coup sans se tromper. Puis-je vous demander à quoi tendent ces questions ? À expliquer votre caractère, tout simplement, dit-elle, en reprenant le ton de la plaisanterie. J'essaye en ce moment de le comprendre. Et réussissez-vous ? Guère, répondit-elle en hochant la tête. J'entends sur vous des jugements si contradictoires que je m'y perds. Je crois en effet, répondit-il d'un ton grave, que l'on exprime sur moi des opinions très différentes. Et ce n'est pas en ce moment, Miss Bennet, que j'aurai plaisir à vous voir essayer de faire mon portrait, car l'œuvre, je le crains, ne ferait honneur ni à vous, ni à moi. Élisabeth n'ajouta rien. La danse terminée, ils se séparèrent en silence, mécontents l'un de l'autre, mais à un degré différent, car Darcy avait dans le cœur un sentiment qui le poussa bientôt à pardonner à Élisabeth et à réserver toute sa colère pour un autre. Presque aussitôt, Miss Bingley se dirigea vers Élisabeth, et d'un air de politesse dédaigneuse, l'accosta ainsi. « Il paraît, Miss Élisabeth, que George Wickham a fait votre conquête ? Votre sœur vient de me poser sur lui toutes sortes de questions, et j'ai constaté que ce jeune homme avait négligé de vous dire, entre autres choses intéressantes, qu'il était le fils du vieux Wickham, l'intendant de feu M. Darcy. Permettez-moi de vous donner un conseil amical. Ne recevez pas comme parole d'évangile tout ce qu'il vous racontera. Il est faux que M. Darcy ait fait tort à Wickham. Il l'a toujours traité avec une grande générosité, alors que Wickham, au contraire, s'est conduit fort mal envers lui. J'ignore les détails de cette affaire, mais je puis vous affirmer que M. Darcy n'a rien à se reprocher, qu'il ne veut plus entendre parler de Wickham, et que mon frère, n'ayant pu se dispenser d'inviter ce dernier avec les autres officiers, a été ravi de voir que de lui-même il s'était retiré. Je me demande comment il a eu l'audace de venir dans ce pays-ci. Je vous plains, Miss Élisabeth, d'être mise ainsi face à face avec l'indignité de votre favori. Mais, connaissant son origine, on ne pouvait guère s'attendre à mieux. En somme, répliqua Élisabeth, irritée, votre accusation la plus fondée est celle d'être le fils d'un subalterne, et je puis vous certifier que M. Wickham m'avait lui-même révélé ce détail. Oh ! Pardon, répondit Miss Bingley, en s'éloignant avec un ricanement moqueur. Et excusez-moi en faveur de mon intention, qui était bonne. Insolente créature, se dit Élisabeth. Croit-elle donc m'influencer par de si misérables procédés ? Je ne vois là qu'ignorance voulue de sa part, et méchanceté pure du côté de M. Darcy. Puis elle chercha sa sœur aînée, qui avait dû entreprendre une enquête sur le même sujet auprès de Bingley. Elle trouva Jane avec un sourire de contentement et une flamme joyeuse dans le regard, qui montrait assez combien elle était satisfaite de sa soirée. Élisabeth s'en aperçut tout de suite, et tout autre sentiment s'effaça en elle, devant l'espoir de voir Jane sur le chemin du bonheur. « J'aimerais savoir, dit-elle en souriant, elle aussi, si vous avez appris quelque chose sur M. Wickham, mais vous étiez peut-être engagé dans un entretien
trop agréable pour penser aux autres. En ce cas, vous êtes tout excusé. Non, reprit Jane, je ne l'ai point oublié, mais je n'ai rien de satisfaisant à vous dire. M. Bingley ne connaît pas toute son histoire et ignore ce qui a le plus offensé M. Darcy. Il répond seulement de la probité et de l'honneur de son ami. Et il est convaincu que M. Wickham ne mérite même pas ce que M. Darcy a fait pour lui. Je regrette de dire que d'après sa sœur, comme d'après lui, M. Wickham ne serait pas un jeune homme respectable. M. Bingley connaît-il lui-même M. Wickham? Non, il l'a vu l'autre matin à Meryton pour la première fois. Donc, les renseignements qu'il vous a donnés lui viennent de M. Darcy. Cela me suffit. Je n'éprouve aucun doute quant à la sincérité de M. Bingley, mais permettez-moi de ne pas me laisser convaincre par de simples affirmations. Puisque M. Bingley ignore une partie de l'affaire et n'en connaît le reste que par son ami, je préfère m'en tenir à mon sentiment personnel sur les deux personnes en question. Elle prit alors un sujet plus agréable pour toutes deux, et sur lequel elle ne pouvait manquer de s'entendre. Élisabeth se réjouit d'entendre sa sœur lui exprimer l'espoir joyeux, bien que timide, qu'entretenait en elle l'attitude de M. Bingley à son égard, et dit ce qu'elle put pour affermir la confiance de Jane. Puis, comme M. Bingley lui-même s'avançait de leur côté, Élisabeth se retira près de Miss Lucas. Elle avait à peine eu le temps de répondre aux questions de son amie sur son dernier danseur que M. Collins les joignit, leur annonçant d'un ton joyeux qu'il venait de faire une importante découverte. « Par un hasard singulier, j'ai trouvé, dit-il, qu'il y avait dans ce salon un proche parent de ma bienfaitrice. J'ai, à son insu, entendu ce gentleman prononcer lui-même le nom de sa cousine, Miss de Bourgh, et celui de sa mère, Lady Catherine, en causant avec la jeune dame qui fait les honneurs du bal. Que le monde est donc petit! Et qui aurait pu penser que je ferais dans cette réunion la rencontre d'un neveu de Lady Catherine de Bourgh? Je suis bien heureux d'avoir fait cette découverte à temps pour que je puisse aller lui présenter mes respects. J'espère qu'il me pardonnera de ne pas m'être acquitté plus tôt de ce devoir. L'ignorance totale où j'étais de cette parenté me servira d'excuse. Vous n'allez pas aborder M. Darcy sans lui avoir été présenté? Et pourquoi non? C'est, si j'ai bien compris, le propre neveu de Lady Catherine. J'aurai le plaisir de lui apprendre que sa grâce se portait parfaitement il y a 8 jours. Élisabeth essaya en vain de l'arrêter et de lui faire comprendre que s'il s'adressait à M. Darcy sans lui avoir été présenté, celui-ci considérerait cette démarche plutôt comme une incorrection que comme un acte de déférence envers sa tante. M. Collins l'écouta avec l'air d'un homme décidé à n'en faire qu'à sa tête, et quand elle eut fini, « Ma chère Miss Élisabeth, dit-il, j'ai la plus haute opinion de votre excellent jugement pour toutes les matières qui sont de votre compétence. Mais permettez-moi de vous faire observer qu'à l'égard de l'étiquette, les gens du monde et le clergé ne sont pas astreints aux mêmes règles. Laissez-moi donc, en la circonstance, suivre les ordres de ma conscience et remplir ce que je considère comme un devoir. Et pardonnez-moi de négliger vos avis qui, en toute autre occasion, me serviront toujours de guide. » Et, s'inclinant profondément, il la quitta pour aller aborder M. Darcy. Élisabeth le suivit des yeux, curieuse de voir l'accueil qu'il recevrait. L'étonnement de M. Darcy fut d'abord manifeste. M. Collins avait préludé par un grand salut, et bien qu'elle fût trop loin pour entendre, Élisabeth croyait tout comprendre et reconnaître, au mouvement des lèvres, les mots « excuse, Hunsford, Lady Catherine de Bourgh ». Il lui était pénible de voir son cousin s'exposer ainsi à la critique d'un tel homme. M. Darcy regardait son interlocuteur avec une surprise non dissimulée, et lorsque celui-ci voulut bien s'arrêter, il répondit avec un air de politesse distante. Ceci ne parut pas décourager M. Collins, qui se remit à parler de plus belle, mais l'air dédaigneux de M. Darcy s'accentuait à mesure que son discours s'allongeait. Lorsqu'il eut enfin terminé, M. Darcy fit simplement un léger salut et s'éloigna. M. Collins revint alors près d'Élisabeth. « Je suis très satisfait, je vous assure, de la réception qui m'a été faite. M. Darcy a paru beaucoup apprécier la délicatesse de mon intention et m'a répondu avec la plus grande courtoisie.
Il a même eu l'amabilité de me dire qu'il connaissait assez sa tante pour être sûr qu'elle n'accordait pas ses faveurs sans discernement. Voilà une belle pensée bien exprimée. En définitive, il me plaît beaucoup. Elisabeth tourna ensuite toute son attention du côté de sa sœur et de M. Bingley, et les réflexions agréables que suscita cet examen la rendirent presque aussi heureuse que sa sœur elle-même. Elle voyait déjà Jane installée dans cette même maison, et tout au bonheur que seul peut donner dans le mariage une véritable affection. La pensée de Madame Bennet suivait visiblement le même cours. Au souper, Elisabeth, qui n'était séparée d'elle que par Lady Lucas, eut la mortification d'entendre sa mère parler ouvertement à sa voisine de ses espérances maternelles. Entraînée par son sujet, Madame Bennet ne se lassait pas d'énumérer les avantages d'une telle union. Un jeune homme si bien, si riche, n'habitant qu'à 3 milles de Longbourn, dont les sœurs montraient tant d'affection pour Jane et souhaitaient certainement cette alliance autant qu'elle-même. D'autre part, quel avantage pour les plus jeunes filles que le beau mariage de leur aînée, qui les aiderait sans doute à trouver elles aussi des partis avantageux. Enfin, Madame Bennet serait très heureuse de pouvoir les confier à la garde de leurs sœurs et de se dispenser ainsi de les accompagner dans le monde. C'est là un sentiment qu'il est d'usage d'exprimer en pareille circonstance. Mais il était difficile de se représenter Madame Bennet éprouvant, à n'importe quel âge, une si grande satisfaction à rester chez elle. Elisabeth essayait d'arrêter ce flot de paroles, ou de persuader sa mère de mettre une sourdine à sa voix, car elle rougissait à la pensée que M. Darcy, qui était assis en face d'elle, ne devait presque rien perdre du chuchotement trop intelligible de Madame Bennet. Mais celle-ci ne répondit qu'en taxant sa fille d'absurdité. « Et pour quelle raison dois-je avoir si grand peur de M. Darcy, je vous prie ? L'amabilité qu'il nous montre m'oblige-t-elle donc à ne pas prononcer une parole qui puisse avoir le malheur de lui déplaire ? Pour l'amour du ciel, ma mère, parlez plus bas. Quel avantage voyez-vous à blesser M. Darcy ? Cela ne sera certainement pas une recommandation pour vous auprès de son ami. » Tout ce que put dire Elisabeth fut absolument inutile. Sa mère continua à parler de ses espoirs d'avenir avec aussi peu de réserve. Rouge de honte et de contrariété, Elisabeth ne pouvait s'empêcher de regarder constamment dans la direction de M. Darcy, et chaque coup d'œil la confirmait dans ses craintes. Il ne regardait pas Madame Bennet, mais son attention certainement était fixée sur elle, et l'expression de son visage passa graduellement de l'indignation à une froideur dédaigneuse. À la fin, pourtant, Madame Bennet n'eut plus rien à dire, et Lady Lucas, que ses considérations sur un bonheur qu'elle n'était pas appelée à partager faisaient bâiller depuis longtemps, put enfin savourer en paix son jambon et son poulet froid. Elisabeth commençait à respirer, mais cette tranquillité ne fut pas de longue durée. Le souper terminé, on proposa un peu de musique, et elle eut l'ennui de voir Marie, qu'on en avait à peine priée, se préparer à charmer l'auditoire. Du regard, elle tenta de l'en dissuader, mais, enchantée de cette occasion de se produire, Marie ne voulut pas comprendre et commença une romance. Elisabeth l'écouta chanter plusieurs strophes avec une impatience qui ne s'apaisa point à la fin du morceau, car, quelqu'un ayant exprimé vaguement l'espoir de l'entendre encore, Marie se remit au piano. Son talent n'était pas à la hauteur de la circonstance, sa voix manquait d'ampleur et son interprétation de naturelle. Elisabeth, au supplice, lança un coup d'œil à Jane pour voir ce qu'elle en pensait. Mais Jane causait tranquillement avec Bingley. Ses yeux se tournèrent alors vers les deux sœurs, qu'elle vit échanger des regards amusés, vers M. Darcy, qui gardait le même sérieux impénétrable, vers son père, enfin, à qui elle fit signe d'intervenir, dans la crainte que Marie ne continuât à chanter toute la nuit. M. Bennet comprit, et lorsque Marie eut achevé son second morceau, il dit à haute voix : « C'est parfait, mon enfant, mais vous nous avez charmés assez longtemps. Laissez aux autres le temps de se produire à leur tour. » Marie, bien qu'elle fît semblant de n'avoir pas entendu, se montra quelque peu décontenancée, et Elisabeth, contrariée par l'apostrophe de son père, regretta son intervention. On invitait maintenant d'autres personnes à se faire entendre. « Si j'avais le bonheur de savoir chanter,
dit M. Collins. « J'aurai grand plaisir à charmer la compagnie, car j'estime que la musique est une distraction innocente et parfaitement compatible avec la profession de clergyman. Je ne veux pas dire, cependant, que nous soyons libres d'y consacrer beaucoup de temps. Le recteur d'une paroisse est très occupé. Quand il a composé ses sermons et rempli les devoirs de sa charge, il lui reste bien peu de loisirs pour les soins à donner à son intérieur, qu'il serait inexcusable de ne pas rendre aussi confortable que possible. D'autre part, il doit avoir le souci constant de se montrer plein d'égards pour tous, et en particulier pour la famille de laquelle il tient son bénéfice. C'est une obligation dont il ne saurait se dispenser, et pour ma part, je ne pourrais juger favorablement celui qui négligerait une occasion de témoigner son respect à toute personne apparentée à ses bienfaiteurs. » Et par un salut adressé à M. Darcy, il conclut ce discours débité assez haut pour être entendu de la moitié du salon. Plusieurs personnes le regardèrent avec étonnement, d'autres sourirent, mais personne ne paraissait plus amusé que M. Bennet, tandis que sa femme, avec un grand sérieux, félicitait M. Collins de la sagesse de ses propos, et observait à voix basse à Lady Lucas que ce jeune homme était fort sympathique et d'une intelligence remarquable. Il semblait à Élisabeth que si sa famille avait pris tâche, ce soir-là, de se rendre ridicule, elle n'aurait pu le faire avec plus de succès. Heureusement qu'une partie de cette exhibition avait échappé à M. Bingley, mais la pensée que ses deux sœurs et M. Darcy n'en avaient pas perdu un détail lui était fort pénible, et elle ne savait si elle souffrait plus du mépris silencieux de l'un ou des sourires moqueurs des deux autres. Le reste de la soirée offrit peu d'agrément à Élisabeth, agacée par la présence continuelle de M. Collins à ses côtés. S'il n'obtint pas d'elle la faveur d'une nouvelle danse, il l'empêcha du moins de danser avec d'autres. En vain lui offrit-elle de le présenter à ses amis. Il l'assura que la danse le laissait indifférent, que son seul objet était de lui être agréable, et qu'il se ferait un devoir de lui tenir compagnie toute la soirée. Il n'y avait donc rien à faire. Élisabeth dut son unique soulagement à Miss Lucas, qui, en se joignant à leur conversation, détourna sur elle-même une partie des discours de M. Collins. Du moins, Élisabeth n'eut-elle plus à subir les attentions de M. Darcy. Bien qu'il demeurât longtemps seul à peu de distance de leur groupe, il ne chercha plus à lui adresser la parole. Élisabeth vit dans cette attitude le résultat de ses allusions à M. Wickham et s'en félicita. Les habitants de Longbourn furent des derniers à prendre congé, et par suite d'une manœuvre de Madame Bennet, ils durent attendre leur voiture un quart d'heure de plus que les autres invités, ce qui leur laissa le temps de voir combien leur départ était ardemment souhaité par une partie de leurs hôtes. Madame Hurst et sa sœur étaient visiblement impatientes de retrouver leur liberté pour aller se coucher, et n'ouvraient la bouche que pour se plaindre de la fatigue, laissant Madame Bennet essayer sans succès de soutenir la conversation. M. Darcy ne disait mot, M. Bingley et Jane, un peu à l'écart, causaient sans s'occuper des autres. Élisabeth gardait le même silence que Madame Hurst et Miss Bingley, et Lydia elle-même n'avait plus la force que de s'exclamer de temps à autre avec un large bâillement. « Dieu, que je suis lasse !» Quand ils se levèrent enfin pour partir, Madame Bennet exprima d'une manière pressante son désir de voir bientôt tous ses hôtes à Longbourn, et s'adressa particulièrement à M. Bingley, pour l'assurer du plaisir qu'il leur ferait, en venant n'importe quel jour, sans invitation, partager leur repas de famille. Avec plaisir et reconnaissance, M. Bingley promit de saisir la première occasion d'aller lui faire visite après son retour de Londres, où il devait se rendre le lendemain même pour un bref séjour. Madame Bennet était pleinement satisfaite. Elle quitta ses hôtes avec l'agréable persuasion que, en tenant compte des délais nécessaires pour dresser le contrat et demander l'équipage et les toilettes de noces, elle pouvait espérer voir sa fille installée à Netherfield dans un délai de 3 ou 4 mois. Bonjour et bienvenue dans le 3e vlog lecture sur Orgueil et préjugés de Jane Austen.
On a lu 3 chapitres seulement parce que, en fait, à l'origine, je voulais aller plus loin et je me suis rendu compte que j'avais quasiment 1 heure de rush, donc je me suis dit, on va s'arrêter parce que je pense que j'aurais doublé. Et disons que je commence à plus avoir de voix, donc à un moment, il faut être raisonnable. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris plein de choses du côté de Monsieur Wickham. Donc Wickham qui est qui va être un officier de l'armée, qui va être cantonné, si ça se dit, à côté de, à Meriton, il me semble, qui en gros s'est plaint que Monsieur Darcy lui a volé la cure. Donc il aurait été, en fait, je pense que c'est la cure de Monsieur Collins. Je pense, je suis pas sûre. Hein. J'ai l'impression. Je me souviens plus exactement, donc je dis peut-être des bêtises. Mais je pense que c'est la cure de Monsieur Collins qui avait été promis, entre guillemets, à Wickham par le père de Darcy. C'est ce qu'il dit. Parce que comme vous avez pu le constater ensuite, le discours de... Je ne sais plus si c'était Madame Hurst ou si c'était Caroline Bingley, Louisa, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était la sœur mariée ou pas de Bingley qui est venue défendre en fait Darcy auprès d'Elisabeth. Et je ne comprends pas trop pourquoi elle l'a fait. Parce que si c'est... parce que bon, les deux frangines, clairement, elles tolèrent à peine Jane. Parce que je pense que elle l'apprécie parce qu'elle contribue à rendre Bingley, qui est quand même un chou à la crème, heureux. Encore plus heureux, quoi. Il va rentrer en fusion tellement il est heureux, ce gars-là. Mais si c'est la... Je vais vérifier qui c'est. C'est Miss Bingley. Donc c'est la fille qui n'est pas mariée et qui convoite Darcy. Ce qui fait que je me dis que si elles sont plus ou moins rivales, non, elles sont pas rivales, c'est faux, parce que Elisabeth, en fait, je trouve que Darcy occupe pas mal d'espace dans les pensées d'Elisabeth, tout comme Wickham. Mais Darcy étant d'un naturel froid, il n'occupe pas de la même manière les pensées que Wickham, qui est plutôt dans le charme. Et comment dire, Caroline, je crois que c'est Caroline Bingley, donc la fille qui n'est pas mariée, qui convoite Darcy. Donc quel est son but de venir raconter cette histoire-là et défendre Darcy auprès d'Elisabeth? Parce qu'au contraire, ça devrait... pour ceux qui ont lu Raison et Sensibilité, souvenez-vous, je crois, de Miss Grey, un truc comme ça. Lucy Grey? Je suis pas sûre. Celle qui a un peu mis plein de trucs dans la tête d'une des frangines. D'Elinor sur Edward, il me semble. Mais ouais, je me pose des questions. Ou soit c'est une espèce d'honnêteté, je suis même pas sûre qu'elle soit honnête, cette fille-là. J'aime pas trop les frangines de Bingley, moi je les trouve assez imbuvables. Mais est-ce qu'elle veut juste défendre l'honneur de Darcy? Est-ce qu'elle a juste entendu un peu des bruits de couloir? Parce que Darcy s'est pas ouvert non plus sur cette histoire avec Wickham. Et le truc... alors, donc, pour ceux qui ont lu ou qui ont lu avec moi Raison et Sensibilité, c'était fait de manière entre guillemets binaire. Il y avait une espèce d'opposition entre la raison qui était personnifiée entre guillemets par la sœur aînée Elinor et la sensibilité qui était personnifiée par la deuxième, la cadette, Marianne. Et là, l'orgueil et les préjugés, je crois que c'est pas l'un et l'autre. C'est que Elisabeth, elle est pleine d'orgueil, mais elle est aussi pleine de préjugés. Darcy, je trouve que c'est pareil. Alors, ceux qui savent qui c'est qui finit avec qui, chute. J'essaye encore de garder le flou. Mais là, clairement, Elisabeth, elle commence à penser au garçon, ce qu'elle ne faisait pas avant.
Enfin, en tout cas, pas au tout début du roman. Là, on la sent charmée par Wickham, on la sent prête à le défendre, alors qu'elle a juste papoté avec lui en ville et participé à un repas avec lui et discuté avec lui. Elle n'a pas beaucoup plus fréquenté que ça Darcy non plus. Ils se sont vus, je crois, à 2 soirées, et il y a eu le séjour à Netherfield quand Jane était malade, sur la faute de sa mère. Mais alors je trouve, mais elle se paye la honte. Moi je trouve ça excellent parce que on a vraiment en fait dans la famille d'Elisabeth l'impression qu'ils sont très en décalage avec leur milieu. Parce qu'à mon avis, le père, Monsieur Bennet, il a tout à fait les codes, sauf qu'il s'en fout. Madame Bennet, alors je crois que le père, il a été nommé chevalier, un truc comme ça. Donc c'est le sang noble, on va dire, il vient du père. Mais Madame Bennet, je crois avoir le souvenir, mais je suis pas sûre du tout, qu'elle est... Elle est peut-être pas non plus de basse extraction, mais elle a pas tous les codes. Donc elle est assez nature, ce qui fait qu'elle est quand même vachement décalée. Mais après, là, on est dans la petite bourgeoisie terrienne, on n'est pas dans le haut du gratin londonien. Mais Elisabeth et Jane, par exemple, elles ont les codes. Jane, je pense qu'elle les a encore plus parce que c'est un peu adouci par... adouci. Jane, c'est une gentille fille. Elle ne s'exprime pas, elle n'a même pas des pensées négatives sur des gens, elle ne les juge pas comme Elisabeth peut le faire. Et Elisabeth, elle a une grande goule. Vous avez pu remarquer, hein. L'échange entre Elisabeth et Darcy pendant qu'ils dansaient, moi clairement ce que je vois, c'est que lui, il essayait de se rapprocher d'elle, de passer du temps avec elle. Il a juste pris l'initiative de l'inviter à danser, mais il lui laisse mener la conversation. Il ne prend pas cette initiative d'essayer d'apprendre à la connaître de lui-même. Je pense qu'il n'est pas du tout doué dans les relations sociales. Je pense que c'est une quiche, quoi. Il ne sait pas faire. Et là, surtout dans cette soirée-là, l'impression que j'ai, parce que j'ai quelques souvenirs, j'essaye de ne pas vous spoiler aussi en même temps, hein, c'est qu'en gros, Elisabeth s'est payée une sacrée honte entre sa mère qui raconte à tout le monde, la moitié de la table entend que ah ouais, ça serait quand même vachement bien que ma Jane elle épouse Bingley, peut-être dans quelques mois, compagnie. À cause d'elle, elle empêche, tous les autres là après la soirée, ils ont envie d'aller se pioter. Et elle, en fait, elle leur tient la jambe pour attendre un carrosse. C'est hyper impoli, elle s'impose. Collins, Collins, au secours. Je le trouve trop drôle, mais il est ridicule, il s'en rend même pas compte, c'est trop drôle. Mais et en plus, Darcy, il l'a même pas envoyé chier parce qu'il est poli, mais ça devait être du genre putain, mais c'est qui ce mec, quoi? Oh, c'est qui ce gars-là, quoi? Qu'est-ce que tu viens me parler de ma tante? Bah, casse-toi, quoi. Je le traduis dans le langage d'aujourd'hui, avec les codes d'aujourd'hui. Mais Mary, la scène de ce bal-là dans le film de 2005, elle est absolument géniale. Parce qu'on voit Elisabeth qui est un petit peu en train de se décomposer, genre putain, mais non, mais au secours. Parce que Mary, moi je la trouvais touchante aussi. C'est une adolescente, je sais plus quel âge elle a, elle doit avoir 17 ans, un truc comme ça, 16-17. La plus jeune a 15 ans. Lydia doit avoir 15 ans, l'avant-dernière doit avoir 16. Oui, elle a 17-18, mais Marie, mais elle est... c'est une petite ado qui a envie de montrer qu'elle sait jouer du piano et chanter, alors qu'en fait, pas vraiment. Et c'était... la scène dans le film, elle est très drôle parce que du coup, son papa va un peu la récupérer. Et du coup, Marie se rend compte qu'elle s'est ridiculisée et elle fond en larmes. C'est le truc cata, quoi. Ah, mais je trouvais ça très drôle. En tout cas, ça roule pour Bingley et Jane. Parce qu'ils ont passé la soirée ensemble, à discuter.
plutôt tous les deux. Eux, ils ont passé une bonne soirée. Elisabeth, je suis pas sûre. Collins, il a adoré sa soirée aussi. Il a passé une partie de la soirée avec Elisabeth. C'était quoi les doutes d'Elisabeth, là, récemment? Vous vous souvenez? Je vous le relis. Est-ce que vous imaginez Elisabeth? Attendez, c'était à la fin du... C'était avant le bal. Putain, moi, ça m'avait fait trop rire. Oui, donc, Monsieur Collins s'est fait inviter, en fait, pour les 2 premières danses qui sont importantes lors du bal de Netherfield. Donc, il n'y avait plus qu'à accepter l'invitation de son cousin d'aussi bonne grâce que possible, mais cette galanterie lui causait d'autant moins de plaisir qu'elle ouvrait la porte à une supposition nouvelle. Pour la première fois, l'idée vint à Elisabeth que parmi ses sœurs, c'était elle que M. Collins avait élue pour aller régner au presbytère de Hunsford et faire la 4e à la table de whist de Rosings en l'absence de plus nobles visiteurs. Donc, en l'absence de plus nobles visiteurs, ça veut dire « Oh putain, il n'y a personne, bon, on va aller inviter le curé. » Cette supposition se changea en certitude devant les attentions multipliées de son cousin et ses compliments sur sa vivacité et son esprit. À sa fille, plus étonnée que ravie de sa conquête, Madame Bennet donna bientôt à entendre que la perspective de ce mariage lui était extrêmement agréable. Elisabeth jugea préférable d'avoir l'air de ne point comprendre afin d'éviter une discussion. Elisabeth fuit. Après tout, il se pouvait fort bien que M. Collins ne fît jamais la demande de sa main, et jusqu'à ce qu'il la fît, il était bien inutile de se quereller à son sujet. En gros, Elisabeth, elle est en train de dire « Courage, fuyons », et surtout en train de dire « J'en ai pas grand-chose à foutre ». Donc, j'ai trouvé ça très drôle. Parce que au final, la soirée a quand même plutôt bien commencé, et comme Elisabeth... elle reste en fait sur le préjugé que Darcy, il est orgueilleux, il n'est pas ouvert. En plus, il y a un gentil garçon qui vient de dire que Darcy, c'est un méchant, ce qui fait qu'elle l'a un petit peu cuisiné. Et lui, quand il s'est rendu compte qu'elle le cuisinait sur un truc qui est peut-être un peu sensible pour lui, il est sur la défensive. Donc, ça aide pas. Et la soirée de Darcy en plus. Darcy, il apprend que son super pote, la Bingley, il commence à être amoureux de la jolie fille de la jolie fille Bennet. Il y a la mère qui est vulgaire comme pas possible, qui arrête pas d'étaler son bonheur de voir bientôt sa fille aînée mariée. Il y a le cousin de cette même famille qui vient de je ne sais où, qu'il ne connaissait même pas, qui vient lui dire « Oh, je connais votre tata, trop bien je suis son voisin, on joue aux cartes de temps en temps. » Et en plus, Darcy, il a passé une soirée de merde aussi. Je trouve ça trop drôle. Bon, ce qui fait que moi, je me souviens quand même plutôt bien de ce qui se passe dans les chapitres suivants, d'autant plus que j'avais prévu d'en lire plus, donc j'avais un peu parcouru rapido. Je ne vais pas émettre d'hypothèse. Je sais juste que ça va être drôle encore et dans la subtilité. Je vous jure, je suis hyper fan, moi. Autant je trouvais que Raison et sensibilité, j'ai l'impression qu'il y avait un peu moins d'humour. C'était un petit peu plus drama. Mais drama parce que Marianne était là-dedans et que Elinor, elle essayait de temporiser tout ça et qu'elle supportait les mêmes choses qu'elle. Mais si, dans Raison et sensibilité, il y avait le côté, tous les cancans là, insupportables, qui étaient drôles. Mais parce que t'avais tous les gens de leur entourage en fait qui essayaient de shipper, de dire ce gars-là il irait bien avec Elinor, ou ce gars-là il irait bien avec Marianne, et puis un peu plus tard, oh là là, Marianne, c'est quand même dommage qu'elle ait été malade parce qu'elle était vachement plus jolie avant. Ça me fait trop rire. Mais je ne supporterais pas de vivre dans un milieu pareil, hein, je vous assure. Tout comme je ne supportais pas du tout ce genre de cancan quand j'étais au boulot. C'est un truc qui me hérisse, mais d'une force. Et... Enfin, les cancans, j'ai horreur de ça. En fiction, non.
Mais dans la réalité, mais surtout pas, surtout pas, j'ai horreur de ça. Bon, allez, je m'arrête là parce que ça va être un petit peu long sinon. Je suis désolée, j'ai dû être ultra familière dans mon vlog lecture, mais j'ai trouvé ça trop drôle. Je suis vraiment fan, hein. J'aime beaucoup les livres de Jane Austen. Et allez, on se lirait l'autre dans 6 mois. Alors, en août-septembre, on va se lire Northanger Abbey ou Catherine Morland, c'est selon la version. Je crois que j'ai... Enfin bref, on s'en fout. Je m'arrête ici. Pour ceux qui lisent les contes, ceux qui écoutent les contes, Andersen, je vais le finir le samedi prochain. Ça va être beaucoup plus court. Je pense que je me suis pas bien dépatouillée au niveau du découpage, mais je sais pas comment... J'aurais pu faire autrement. J'aurais peut-être pu le faire autrement, mais ça aurait pas été terrible et... Bref. Je me suis rendu compte que déjà, Selma Lagerlöf, qui est une autrice suédoise, il me semble, qui a écrit Le voyage extraordinaire de Niels quelque chose, c'est un titre à rallonge que je vous mettrai en barre d'informations. Selma Lagerlöf, ça fait largement plus de 70 ans qu'elle est décédée. Et je pensais du coup, j'avais à moitié pas envie d'enchaîner directement sur Perrault, parce qu'il y a plusieurs chaînes de livres audio auxquelles je suis abonnée qui se sont mises à lire du Perrault. Donc je me suis dit, on va pas faire tout en même temps, parce que je pense que les vidéos, elles vont... j'ai l'impression que les vidéos, elles font le gros de leur audience à leur sortie, et qu'après, en fait, c'est les gens qui tombent dessus qui vont les écouter. Moi, c'est comme ça que je le fais. En tant que auditrice, que vieweuse, je sais pas comment on dit, j'ai horreur de vieweuse, je trouve ça moche. Mais bref, je pense, oui, j'ai vérifié et la traductrice qui s'appelle je ne sais plus comment, Teda Amar, un truc comme ça, c'est un nom de là-bas. Elle vient de passer dans le domaine public, ce qui veut dire que le voyage merveilleux ou extraordinaire de Niels quelque chose est tombé dans le domaine public. Donc le livre que j'ai, je ne l'ai pas en e-book, je l'ai en physique. Je peux vous le lire pour le samedi. Et c'est un livre qui n'est pas très épais. Bon, on s'arrête là avec Orgueil et Préjugés. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des hypothèses sur les couples qui vont se former, parce qu'on est là-dedans, et sur tous les bouquins de Jane Austen. Vous ne le savez pas encore parce que le book haul va passer dans extrêmement longtemps. Mais j'ai trouvé Juvenilia, qui sont les œuvres de jeunesse. Il y a 2 nouvelles épistolaires et une nouvelle un peu plus étoffée, peut-être novella même, de Jane Austen, mais c'est des œuvres de jeunesse. Je l'ai trouvé en fait en gratuit parce qu'il y avait une offre chez Charleston, donc chez les poches. C'était 2 Charleston achetés. Vous pouviez avoir notamment Juvenilia de Jane Austen offert. Donc c'est pas un investissement de fou non plus, ce sont des livres de poche. Et alors Juvenilia, c'est un tout petit bouquin, mais j'ai impossible de le trouver. Et c'est une toute nouvelle traduction parce que la traductrice, elle a l'air d'avoir mon âge, voire même plus jeune. Donc à mon avis, c'est une traduction qui tient la route. Et voilà, donc ce qui veut dire que de manière officielle, j'ai aussi Lady Susan, j'ai trouvé chez Sanditon. J'ai Juvenilia, je crois que j'ai à peu près tout ce qu'a sorti Jane Austen. Voilà, j'ai envie de m'applaudir. Je vais m'auto-applaudir. Donc n'hésitez pas à laisser vos hypothèses sur les suites d'Orgueil et Préjugés. Allez, passez un très bon dimanche. Abritez-vous du vent parce que je sais pas vous, mais nous, qu'est-ce qu'on se ramasse des rafales et de la pluie là, dans l'ouest. Restez bien au chaud, mangez du chocolat, mais pas trop. À tout bientôt, passez un très bon week-end et rêvez tout grand.